on avait vu. Ça, on avait vu. Ces résultats, c'est seulement Forex. Ah oui, ça c'est qu'on voyait. Pas de problème maniaque chez moi. Le mec disait, c'est vrai, j'ai mis en high, mais bon, je suis en fibre, donc normalement ça passe. Ok, je sais pas maniaque, ça peut venir de chez moi aussi. La qualité... l'unité centrale est largement utilisée, donc ça peut venir de chez moi également, le problème. Phil qui laissait un lien, on regarde ça, c'était le blog à Lupus, un regard hagard sur l'actualité économique. Les chutes actuelles des cours des métaux précieux et des actions ne constituent probablement pas des opportunités durables d'achat. Le risque de crash global se précise, par Pierre Lecomte. Les chutes actuelles des cours des métaux précieux et des actions ne constituent probablement pas des opportunités durables d'achat. Ok, ça on l'avait vu. Central Bank, to fail too big, the overgive and take away. The overload give and take away. Ok. Nous pensons que les niveaux de 1.30 et de 1300 et de 21,50 $ US l'once sur l'or et l'argent métal mentionnés dans notre dernier commentaire qui pour le moment n'ont pas été enfoncés constituent des supports à partir desquels ils pourraient modérément rebondir du fait de short covering, mais leur tendance haussière étant durablement cassée compte tenu des pertes énormes que la plupart des détenteurs ont dû subir, ce qui ne les incitera pas de sitôt à en acheter, mais qui n'est pas notre cas puisque nous avions, dans la mesure du possible, allégé, arbitré ou renversé nos positions longues avant la chute, sans compter que les mécanismes de manipulation de ces métaux à la baisse sont toujours en place. Le double marché entre métaux, papier et métaux physiques en particulier, tout rebond devrait être que temporaire et limité, pour les conduire ensemble, au pire progressivement vers 1000, 1100 et 1618 respectivement. Là où se situe leur grand support à long terme, c'est-à-dire en dessous de leurs coûts globaux de production, d'exploitation et de commercialisation. Entre-temps, la plupart des sociétés minières dont il ne faut surtout pas acheter ou conserver les actions, répétons-le, devenues non rentables, feront faillite. Ce point est le seul élément positif du plongeon actuel, avec la conséquence ultérieure que l'on peut imaginer tenant à l'effondrement progressif de l'or, des métaux, ce qui, précisément, fera plus tard repartir leur prix à la hausse quand leur demande naturellement reviendra. L'effondrement des métaux s'est fait en 2 jours, leur consolidation puis leur reprise prendront des semaines voire des mois. Pour le moment, ces marchés sont durablement cassés parce que leurs intervenants sont traumatisés. La question qui demeure est de savoir que faire des métaux physiques pour ceux qui en ont encore. Nous y réfléchissons et la traiterons prochainement. La plupart des analystes excessifs, pour ne pas dire quasi dingos, comme ceux qui par exemple écrivent sur le site King World News, dangereux et irresponsable parce qu'entretenant de fausses attentes de gains mirobolants, ensuite nécessairement déçus auprès des investisseurs, expliquant depuis des mois que les prix des métaux et des actions des sociétés minières vont exploser à la hausse sont totalement coupés des réalités et tous ceux qui les ont écoutés n'ont fait que subir des pertes. Il faut arrêter de suivre les fantaisies de ces idéologues parce que leurs arguments ne sont pas convaincants. Le seul élément de nature à faire rapidement remonter les prix des métaux serait une chute éventuelle du dollar US contre la plupart des monnaies papier, l'euro et le yen surtout. Mais elle n'est pour le moment, sauf accident, pas d'actualité puisque la zone euro s'enfonce irrémédiablement dans la crise permanente, l'Allemagne devenue non coopérative ayant décidé de jouer sa propre carte contre ses partenaires, lesquels restent tétanisés au lieu d'en profiter pour sortir de l'euro et que le Japon détruit sa monnaie. A noter enfin, ce qui illustre un nouveau développement de la guerre des monnaies, que la Federal Reserve US a de facto confisqué l'or que certaines banques centrales occidentales ont déposé chez elles sans avoir eu besoin de se saisir de celui détenu par le public puisqu'elle a admis récemment ne pas pouvoir rendre le sien à la Bundesbank allemande avant 7 ans et que cette dernière d'ailleurs ne proteste histoire de leur montrer qui est le patron du système monétaire actuel
et qu'en faisant sciemment chuter le prix de l'or, elle se place en situation financière difficile. Elle place en situation financière difficile plusieurs BRICS et pays émergents qui accumulent depuis des années de l'or en vendant leur dollar US, histoire de leur montrer qu'ils doivent stopper cette diversification. La manipulation de l'or à la baisse a des raisons géopolitiques évidentes impliquant qu'elle pourrait durer puisqu'elle sert les intérêts de la puissance mondiale encore dominante que sont les USA et des banques qui y ont trouvé un nouveau moyen de faire des profits. Voilà, article très très intéressant, on va le continuer, hein, mais d'ores et déjà merci pour le partage. Phil, vraiment. Alors ce blog je comprends pas parce qu'il est pas bien fait, tu vois. C'est peut-être un peu comme Vidéo Bourse qui est pas beau comme site, c'est pas un beau site bien fait, etc. Il y a énormément d'images, etc. Il y a des choses un peu partout, et puis en fait le contenu est excellent, hein, je trouve, hein. Enfin excellent, je sais pas, mais voilà, c'est un point de vue argumenté, clair et assez intéressant, peu consensuel, et qui semble aller au fond des choses et être proche de la réalité, que nous propose ici donc le blog Alupus. Je continue la lecture de cette analyse sur l'or. Plus de convention. Donc on va regarder les graphiques maintenant. Le graphique ci-dessous montre la relation inversée entre le dollar US et l'or dont la validité a presque toujours été vérifiée. À savoir que l'or ne monte que lorsque le dollar US baisse et réciproquement que l'or baisse lorsque le dollar US monte. Puisque l'or est une monnaie, pas une marchandise, et qu'il constitue l'anti-dollar US. Donc on va regarder ce graphique. Donc voilà ce que ça donnait. Donc on voyait la hausse du dollar, parallèlement la baisse de l'or. Et là ces dernières années, puisque là on avait quand même depuis les années 80, hein, et bien une très forte hausse de l'or, alors que le dollar a plutôt une dynamique baissière ou de stagnation. Et donc on voit qu'en fait, on reste toujours très haut, hein, malgré la petite phase de correction, sur l'or. Donc il pourrait rester tout à fait du potentiel de correction à long terme. On verra ce qu'il en est. Ah oui, un autre truc intéressant, c'est qu'on voyait que les cours actuels en fait marquaient le même pic atteint par le dollar dans les années 84, quand l'or était assez bas. Voilà. De telle sorte que la chute du yen contre le dollar US, c'est-à-dire la hausse du dollar US contre le yen, a joué un grand rôle dans la chute récente de l'or et de l'argent métal et pourrait peser encore très négativement sur leur prix si elle se poursuivait. A noter, selon le graphique ci-dessous, publié par John Murphy de Stock Charts le 12 avril déjà, que l'or, la dernière fois que le yen était aussi bas, en 2009, valait 1,050 $ US l'once, ce qui laisse la marge pour une baisse supplémentaire du métal. Alors pareil, on regarde ce graphique. Et donc là, on voyait que le yen s'était largement déprécié. Or, le yen et l'or ont tendance à être relativement corrélés sur le long terme. On voit des phases assez similaires, même s'il y a des écarts parfois. Et là, on a une grosse évaluation du yen, mais c'est assez spécifique, hein. Je ne suis pas sûr que là, ce soit cohérent. Ça reste deux produits qui peut-être ont été corrélés, puisqu'ils jouaient clairement un rôle de valeur refuge depuis les années 80. Maintenant, là, on a une vraie politique de l'évaluation. Donc, ça se suit encore. C'est intéressant, d'ailleurs, cette cohérence et cette corrélation. Mais je pense qu'on peut avoir quand même un écart. Moi, c'est pas quelque chose qui me convainc. Mais voilà, c'est un effet supplémentaire d'après. Le dollar US reste orienté à la hausse depuis avril-mai 2011 et devrait casser prochainement les 84 sur le dollar index, graphique ci-dessous, pour progressivement monter vers 87 courant 2013. Toutes les autres monnaies, donc l'euro, le yen, le franc suisse, la livre sterling, le dollar australien et canadien, etc., devraient donc demeurer sous pression baissière. Métaux, matières premières et actions aussi, à l'exception vraisemblable du Nikkei, puisque c'est surtout à l'encontre du yen que, pour le moment, le dollar US monte. Quant au marché d'actions américain et européen, ils devraient chuter beaucoup plus bas que leur niveau de prix actuel, ne correspondant en rien à la réalité de l'activité économique occidentale,
laquelle est en croissance zéro, voire en récession, pendant que celle des BRIC et autres pays émergents se réduit sensiblement, et ce serait alors le crash global accompagné d'une forte remontée du dollar US, voire des obligations d'État US, que les détenteurs de capitaux du monde entier continuent d'acheter avec une persistance confondante, puisque ce sont des actifs de papier pourris comme les autres, un point sur lequel les haussiers systématiques sur l'or ont théoriquement raison, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que l'on peut être partisan de l'étalon or, ainsi que nous le sommes résolument, tout en admettant dans notre système actuel de monnaie fiduciaire de papier manipulé, il peut aussi baisser. Concernant la baisse des actions, le S&P 500 américain, manipulé à la hausse par la Fed, ne commence qu'à peine sa correction baissière, laquelle est déjà bien entamée en Europe, comme le montre le DAX allemand non manipulé par la BCE, et plus encore dans les pays émergents. Effectivement, on avait un parallèle là entre ces deux graphiques, je vais vous les montrer directement ici. Donc ici, eh bien, on avait le S&P qui est très haut, alors que le DAX a déjà amorcé une phase de correction plus significative. Voilà, alors on termine. Enfin, c'est encore long, hein. Bon, on a bientôt fini. Un dernier article. En grande partie du fait de la mondialisation monétairement non maîtrisée, d'autant que la création massive de liquidités par les banques centrales via le quantitative easing et autres LTRO MT reste dans la trappe à liquidité sans rentrer dans les économies réelles, d'où la quasi-absence d'inflation et le credit crunch. Puisqu'il n'y a plus pour les investisseurs le profit est confiscatoire et que la plupart des banques ne prêtent plus, en réalité, toutes ces politiques monétaires ultra-laxistes ne servent tant bien que mal qu'aux États-Unis à couvrir leurs déficits et endettements et qu'aux banques too big to fail à éviter leur faillite, n'ont pas d'autre effet réel que de permettre à d'autres acteurs monopolistiques de créer les bulles de certains actifs, entretenant l'illusion de richesse pour attraper les gogos, mais finissant toujours très mal, ainsi que l'on le verra bientôt sur les marchés d'actions et ou d'obligations. Les politiques monétaires ultra-laxistes et de répression financière et fiscale, comme de dévaluation compétitive, qui ne sont que des rustines sur des pneus crevés, ne suffiront pas à tout régler, et le risque augmente de voir les principaux États, en particulier européens, vendre leurs stocks d'or pour couvrir leurs dettes, qui ne se réduisent pourrait se transformer en bérésina, d'abord pour les métaux précieux, puis pour l'ensemble des marchés financiers, actions comprises en raison de l'effet domino. Les pouvoirs les expédients à court terme et ne se résoudront jamais à réformer complètement les systèmes monétaires et bancaires. Voilà pourquoi ils agissent dans le sens du bien commun, c'est-à-dire du rétablissement de la stabilité monétaire basée sur l'étalon or et de la suppression du système des réserves fractionnaires. Moyen ou long terme qui risque de se terminer par de grosses pertes puisque la visibilité est bouchée et que les prix des actifs n'ont plus rien à voir avec court terme en tâchant de réaliser des profits cumulatifs au jour le jour, ainsi que la chute des métaux vient de nous permettre de faire, même si la rapidité ne nous a hélas pas complètement permis d'en tirer. Souplesse et liquidité, voilà les maîtres mots. Évidemment plus facile à dire qu'à faire. Dans l'optique de la chute des matières premières qui s'accélère, nous conseillons l'achat du SMN, le RB baisse. Voilà. Donc ce qui était dit, vous pouvez consulter ça. C'était partagé par Phil, un lien très intéressant. On est repassé positif sur l'or avec 30 € de profit. On a des vendeurs qui tentent. On a un peu une zone aimante et on voit qu'on ne parvient pas à s'en tirer, à s'en échapper par le haut, ni par le bas. Et on revient toujours vers les 1427,50, donc on verra ce que ça donne par la suite.
Ok. Alors, on va aller voir s'il y a d'autres publications ce jour. Non, pas directement. Donc on va aller voir. Il y avait un point réalisé par UFX Market. On va écouter ce point fondamental. Je refais le point ensuite sur ce qu'il dit sur le chat écrit. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 22 avril 2013. Merci de nous rejoindre dans la quotidienne des marchés du FX. Wall Street a clôturé dans le vert après la publication de prévisions meilleures que prévues. Le S&P 500 a gagné 0,88%, le Nasdaq 1,25% et le Dow Jones a gagné 0,07%. Les actions Apple, Boeing et Crédit Suisse devraient être rapportées cette semaine. Le dollar américain s'est renforcé face aux principales devises après la plus forte hausse des dépenses de consommation des ménages américains enregistrées en 2 ans. Le dollar américain sera affecté par les conclusions du FMI cette semaine. Il faudra ajouter à cela la publication du nombre de ventes de l'immobilier résidentiel, les commandes de biens durables ainsi que le PIB anticipé à la fin de la semaine. L'or a affiché son 4e jour de rétablissement après avoir chuté de plus de 9% la semaine dernière. Le pétrole brut, quant à lui, a clôturé quasiment inchangé vendredi, aux alentours de 88 $ le baril. L'euro a clôturé inchangé face au dollar américain à cause des macro-données européennes mitigées. Le PPI allemand est moins bon que prévu à moins 0,2% contre 0,1% et le compte courant à 16,3 milliards contre 14,9 milliards. La paire euro-US dollar s'échange dans un intervalle entre 1,3000 du niveau de support et 1,3200 du niveau de résistance. Rester à cet intervalle maintiendra la tendance incertaine. Aujourd'hui, l'indice de confiance des consommateurs devrait s'établir inchangé. La livre sterling s'est dépréciée face au dollar américain en raison d'une demande pour la valeur refuge du dollar américain, en plus des inquiétudes des investisseurs concernant les crises économiques européennes. La paire livre US dollar s'échange au niveau de 50% du retracement. Rester au-dessus ramènera la paire à 1,5270. Cependant, si la paire chute en dessous, elle pourrait atteindre les 1,5150. Le dollar canadien s'est déprécié face aux devises principales alors que le corps CPI s'est révélé à 0,2% comme prévu et les ventes en gros à 0% contre 0,4% selon le graphique en données de 8 heures. La paire dollar américain, dollar canadien bénéficie d'un fort support, 1,0300. Si la paire passe au-dessus, elle pourrait atteindre 1,0400. Aucune donnée macroéconomique majeure n'est attendue pour aujourd'hui. Voilà tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour un nouveau point sur les marchés. D'ici là, bien sûr, restez avec nous sur www.ufxmarkets.com/fr. Pour tous vos besoins de trading, votre conseiller personnel répondra à toutes vos questions. Le centre d'assistance du FX Market vous souhaite une excellente journée de trading. Voilà, ça c'était le point réalisé par UFX Markets. Alors on va enchaîner. Rachète 2 USD Yen, c'est la méthode Alembeck.
Je suis repassé positif là sur l'or. On va voir si le mouvement de correction se poursuit. On sera un peu plus de 23,6% du mouvement de hausse qu'on a observé depuis les plus bas du 19 là. Prochaine zone potentielle de support et qui a été pas mal travaillée, ce serait les 1420, 1421. Qui correspond également au 38% de retracement de cette zone en fait. Donc on va voir ce que ça donne. Si ça touche 1420 et que ça casse, je prends un short sur l'or aussi. D'accord, ok. Un vrai qui disait... S'il a compris, il devait être sur le Mumble pour apprendre auprès de toi. Il a compris que j'étais boss. Il devient quoi? André Kiki. Ouais, Kiki, laisse tomber tes délires là quand tu dis ouais, je sais pas quoi, je suis le boss ou des machins comme ça. Déjà, tu le faisais sur le chat écrit, c'était pénible. Fais-le pas du tout sur le Mumble, voilà. Et mettre d'ailleurs sur le chat écrit, mais bon. Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Bonjour, je vous propose aujourd'hui une vidéo d'analyse technique de France Télécom, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors si on prend un plan large sur France Télécom, on voit que les choses sont a priori plutôt mal engagées puisque nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui est baissière, ce qui signifie qu'on est clairement en tendance baissière, capé par une oblique orange ici de court terme, dans un contexte où le MACD est négatif et sous son signal, le stochastique est sous son signal et dans sa zone de survente, et le momentum est négatif. Donc, bon, pas beaucoup de doutes sur le contexte général, c'était un contexte plutôt très négatif. Néanmoins, si on s'en tient pour l'instant aux indicateurs techniques, il y a un espoir qui se matérialise sous la forme de la rupture de l'oblique du momentum. Ici, regardez, si on regarde ce qui se passe sur les cours, ici avec cette oblique orange, on voit que si on retrouve cette résistance oblique orange sur le momentum, elle a été cassée là. Et c'est très souvent précurseur. Et sans dire que toutes les ruptures d'oblique de momentum se traduisent par une rupture d'oblique sur les cours, l'inverse est généralement vrai. C'est-à-dire que lorsque l'on casse une oblique sur les cours, c'était généralement précédé d'une oblique cassée sur le momentum. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, le deuxième élément positif, eh bien, c'est qu'on retrouve sur France Télécom ce qu'on retrouve sur près d'un tiers des valeurs du CAC, un biseau descendant. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le biseau descendant, voilà, vous avez deux obliques qui descendent, contrairement à un triangle qui vont en sens opposé. Là, les deux vont dans le même sens, mais convergent. Et dans 9 cas sur 10, c'est une sortie par le haut qui se passe. Et uniquement dans 10% des cas, une sortie par le bas. On remarquera également que dans un cas sur deux, il y a un pullback et qu'il n'y a que 25% de fausses sorties, c'est-à-dire des cas où ça sort comme ça et puis ça réintègre le biseau. Si j'en parle, c'est parce que au niveau de l'objectif, ça nous donne des objectifs très ambitieux. Si, en cas de sortie par le haut, c'est-à-dire dans 9 cas sur 10, on va chercher le point de naissance du biseau, là, ainsi. Et en cas de
cassure par le bas, donc dans 1 cas sur 10. Dans ce cas, hein, c'est l'amplitude de biseau qui est reportée en dessous du point de cassure. Les implications pour notre action France Télécom, c'est que si les statistiques sont respectées et que l'on franchit le biseau à la hausse, eh bien on pourrait s'attendre à aller chercher de manière très flatteuse 11,3 € à terme. Bon, entre-temps, il y a des objectifs intermédiaires, notamment le précédent plus haut ici à 9,8 €, mais on comprend bien que c'est assez attirant. Bon, je vous dis pas où on va si on casse par le bas, hein, parce que si on reporte ça au niveau du point de cassure, ça risque de faire très mal. Mais bon, ça n'arrive que dans 1 cas sur 10, hein, statistiquement. Et pour terminer, eh bien, nous avons également une fourchette d'Andrews ici, hein, qui a été efficace. On a déjà rallié la médiane ici. Ok, on voit pas la naissance du premier pivot, mais on peut le retrouver assez facilement, hein. Donc c'était le précédent plus bas. Donc 1, 2, 3. La médiane a été ralliée au point près, ici, et ça a entraîné donc une baisse et une nouvelle sollicitation de la fourchette d'Andrews. Et pour l'instant, on est en train de rebondir. Alors tant que cette fourchette d'Andrews tient par le bas, eh bien on peut être relativement optimiste. Par contre, hein, si on doit casser cet oblique là qui est actuellement vers 7,5 €, l'oblique matérialisé par le bas de la fourchette d'Andrews, dans ce cas ce serait sans doute à nouveau contact avec le bas du biseau vers 6,8 € qui se présenterait. Donc pour faire simple et sans blabla, soit vous jouez le biseau et statistiquement vous êtes du bon côté, vous pouvez attendre éventuellement de casser le biseau avant d'acheter, soit vous pensez que noir c'est noir et qu'il n'y a pas d'espoir, et dans ce cas, en cas de rupture de la fourchette d'Andrews bleue, pouf, visez les 6,8 €. Voilà, à recouper avec le news flow et l'analyse fondamentale de la valeur, comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne journée, de bons trades, et à demain. Voilà, CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1900. CMC Markets. Bon, ça se passe bien pour notre position à la vente là sur l'or. Donc on va voir si ça se continue avec actuellement 130 € de profit. Donc on s'est bien tourné et bien on va voir si le mouvement de baisse reprend. 4410 € de bénéfice, d'équité en cours. Vous pouvez suivre le résultat du compte à tout moment en cliquant sur le lien résultat du compte au-dessus du cas de diffusion de l'émission. Ça on avait vu. Ok. Ça on avait vu. Ça on avait vu. Evan qui laissait des liens, merci Evan. Notamment un point sur Suez Environnement, objectif 2013. Confirmé pour Suez Environnement donc. Alors Evan qui laissait un autre lien. C'était une analyse sur l'or de Nicolas Chéron. On va lire ça rapidement. Publié ce matin. Bonjour aux sportifs de l'or. La semaine dernière, je vous avais dit que je ne shortais pas car on pouvait revoir les 1425 voire 1450-70. Je pense toujours la même chose. Je ne shorte pas ici. Tout le monde voit le drapeau et cela me déplaît. Je préfère soit vendre sur accélération haussière vers 1475, soit sur cassure des 1400 par exemple. Voilà ce qu'on pouvait lire. Ça on avait vu. Evan qui disait, pareil le point de vue de Nicolas Chéron, donc sur le Dow Jones cette fois. Dow Jones reste aussi à moyen terme. En journalier, il est désormais neutre et bloque sous MM20 jours. Tant qu'il sera sous MM20, je reste baissier. S'il la passe, je patiente. J'étais vendeur de 2 lots à 14 735 points. J'ai coupé un lot en gain de 235 pips à 14 500. Je patiente en vue de renforcer soit à la hausse, soit sur cassure baissière. Voilà. Alors que les vendeurs continuent à tenter de reprendre en main le marché sur l'or. Pour le moment, un scénario assez intéressant et techniquement assez simple, assez sain, on va dire, assez classique, qui respecte les normes techniques. Eh bien, on voit la cassure ici du support oblique haussier, un pullback et donc des vendeurs
qui reprennent en main le marché. Donc on va voir comment ça se poursuit. Et si on atteint les 1420 qui seraient les 38%, donc de toute façon la dynamique baissière. Alors on sait que l'or ça peut aller très vite, comme je le répète c'est un produit de cassure. Et si on commence à accélérer ça peut être vraiment énorme. En revanche c'est pas aussi un produit qui reste bloqué. Et là on voit qu'on a une zone qui a été pas mal travaillée précédemment. Donc on peut très bien se stabiliser pour moi vers les, vers les 38,2%. Donc on verra ce qu'il en est. Donc ça on avait vu, 14h40 c'est trading Dow Jones. Effectivement il est plus de 14h30, donc on va aller voir ce qu'ont donné l'ouverture des marchés américains qui ont dû nous servir dans le cadre de la baisse de l'or. Et bien l'or qui joue plutôt un rôle de matière première aujourd'hui puisque c'est corrélé aux actifs à risque. Vous avez vu l'ouverture des marchés US qui s'est faite nettement à la baisse. Du côté du Russell ici, on a une belle baisse. Enfin, je parlais du Russell, en fait j'ai le Russell sous les yeux. Le Russell a bien dégagé à la baisse, mais je vois que le S&P ça a quand même plutôt orienté à la baisse, mais pas fortement quoi. Toi, comment ça se passe là sur le dollar index? Écoute, je suis toujours sur les niveaux du gap ce week-end là. On a légèrement monté en attaquant la résistance. Sur une résistance historique là, sur le dollar index. Hein. Donc ça se passe bien. Toujours 30 points. Ouais, 37 points en gain. Et écoute, ouais, je vise la cassure de cette résistance, donc on va voir. J'ai sécurisé mon trade de toute façon, à 10 pips en dessous. Donc si on revient sur les niveaux, si on fait moins 10 pips, bon ben, je serai sorti automatiquement. J'estimerais que que la résistance a fonctionné. Pour le moment, j'essaie de casser cette résistance. On va voir. D'accord, ok. Ça on avait vu. Donc Chris qui partage un lien. Jackpot TV, je vais maintenant. On surveille le CAC aussi parce que il bloque sous 3660. Sous 3160. Oui, effectivement, on a du mal à casser cette zone de résistance. Qu'est-ce qui pourrait te motiver, toi, à shorter dans ce cas-là? Ouais, ce serait vraiment technique, quoi. Jouer sur la résistance de 3660. Je rentrerai à 3. Si on passe en dessous de 3650, si on y reste un peu, je pense que je prends un short. Ça va dépendre de ce que fait un peu les marchés US aussi, je me doute, mais je sais pas, je surveille au cas où et je surveille aussi l'or. Ok. Aujourd'hui. Mais je pense pas que c'est une sens. J'ai l'impression qu'on va pas bouger tellement aujourd'hui, donc bon, lundi quoi, généralement. Mais... Comme on a quand même des échéances vendredi et tout, PIB américain et tout. Toi toujours vendeur, mais ça se passe bien là sur l'or, non? Là j'ai 74 € de profit là sur l'ensemble de positions ouvertes. Donc c'est pas mal, ouais. Après mon premier point d'entrée était bas. Donc ça c'était plutôt un échec, c'était pris hier soir. Bon après voilà. On va voir si on reprend le chemin de la baisse. La dynamique de fond est quand même très fortement baissière hein, si on regarde depuis la semaine dernière. Donc ça peut se retourner vraiment vite. On va voir. Boone qui travaille sa résistance aussi, historique. Ah oui. Ouais. Donc si... Bah il faut que le CAC revienne quoi, et on aurait le Boone qui casserait je pense. Temps historique, attends, je regarde un peu en wiki. Boone c'est allemand, c'est ça? Ouais. Et c'est une valeur refuge? Ouais, c'est inversement corrélé aux indices. Ok. Et on est sur des plus hauts historiques, c'est ça que tu dis?
D'accord. On a fait, on a fait, on a fait des PO, on a fait des PO historiques plus importants, mais on n'a pas clôturé en daily. Et là, on tente de, bon, on est dans la résistance. Si on clôture à ces niveaux-là, on aura un PO historique. Donc, surveiller. Ouais. C'est incroyable qu'on soit aussi haut sur les marchés actions et que dans un même temps, on ait des valeurs refuges qui marquent des plus hauts historiques. Bah, dollar, Bund, c'est tout sous résistance historique. Puis peut-être que aussi le Bund profite de la baisse de l'or, puisque l'or était présenté comme valeur refuge. Là, on a on se casse la gueule, donc peut-être qu'on va se réfugier sur autre chose que l'or, peut-être non. Ou peut-être je me trompe. Non, parce que le Bund était déjà pratiquement sur ses plus hauts lorsque avant que l'or ne baisse autant. Alors après, ça peut peut-être profiter au maintien de ces niveaux, mais il était déjà assez plus haut lorsque l'or a baissé. Mais bon, ça peut avoir une influence, hein, peut-être. D'accord, ok. Je connais pas le Bund, hein, je t'avoue, je ne suis pas spécialement. Ça prend le chemin de la baisse là. On va voir si ça continue sur l'or. Alors, ça on avait vu. Ça attaque un peu sur l'or. Evan qui partageait un lien. Violent upside is very likely. En tout cas, bien joué. La résistance à 1730. The chance to bottom out. Alors ça, il s'agissait du Trading View. Pop, pop, pop. Cap after earning. Et demain, le live sera écourté. Hein, je vais partir à 15h. Donc peut-être, ça va être vraiment une demi-heure, une heure de live demain. Parce qu'il faut que je sois assez tôt au pôle Léonard de Vinci pour la conférence avec... bah tiens, on va jeter un coup d'œil à la conférence justement. Je vous ai parlé tout à l'heure, organisée par iWave 360. On va regarder notamment les conférenciers qui seront là, ce sera vraiment quelque chose d'intéressant. C'est gratuit, donc ça vaut le coup de, de toute façon, ça bouge sur un 10. venir participer. J'ai un œil hein, sur l'or qui ne bouge pas des masses. Donc demain, au pôle Léonard de Vinci, il y aura Guillaume Dumont, cofondateur de la société Debrément, c'est responsable des partenariats institutionnels, qui est titulaire d'un Master 2 en finance de marché et 5 ans passés dans la vente de produits structurés au sein d'une banque d'investissement, puis d'un broker indépendant. Guillaume a participé à la création du premier indicateur de finance comportementale Debrément en 2009. Il y aura Régis Yankovici, responsable de la gestion de la société Efigest Asset Management, qui est gérant de portefeuille depuis 17 ans et spécialiste de l'allocation d'actifs. Il a mis en œuvre avec succès son savoir-faire à la Société Générale puis à la compagnie financière Edmond de Rothschild. Il rejoint Efigest Asset Management afin de mettre en œuvre un projet ambitieux visant à créer la première société de gestion spécialisée dans la gestion de fonds de trackers. Il y aura David Furcage, CFTE, MFTA, qu'on avait pu retrouver dans des conférences que j'avais pu filmer à Actionnariat. Très intéressant, David Furcage, qui est ancien stratège à La City, qui est reconnu mondialement pour son expertise dans le domaine de l'analyse technique. Depuis 2011, il préside iWave 360, une société qui produit et commercialise un logiciel d'aide à la décision financière. David est diplômé de Sciences Po Paris et siège au board de la Fédération internationale d'analyse technique, IFTA. Ce sera une table ronde animée par Lucie Morlot, qui est rédacteur en chef de Traders Magazine. Après des études de droit des affaires, Lucie Morlot commence sa carrière en tant que journaliste financière au sein de la correspondance économique Quotidien économique. Elle intègre ensuite la société Boursorama où elle fut journaliste durant 8 ans. Après avoir occupé le poste de rédactrice en chef du site Bourse Réflexe, Lucie Morlot intègre début 2012 le e-magazine Traders en tant que rédactrice en chef. Voilà. Donc ça on avait pu voir. Et donc ça, le thème de la conférence c'est la psychologie, plus précisément 2007 à 2013, gestion d'actifs et psychologie des intervenants. Comment le prix des actifs intègre-t-il la psychologie des marchés? Est-il encore possible aujourd'hui de se passer du décryptage de l'état émotionnel du marché? Comment peut-on gérer une position et se confronter à ses propres émotions?
Quelles sont les réponses de la finance comportementale? Comment tirer avantage des faiblesses psychologiques des intervenants? Ce sera donc de 18h à 20h à l'amphi colloque au pôle universitaire Léonard de Vinci à La Défense. Voilà, c'est un événement gratuit, mais pas libre d'accès. Faut pas vous pointer comme ça. Il faut vous inscrire. Et donc pour vous inscrire, eh bien, il faut envoyer un email avec votre nom et prénom à contact@thirdwavesconsult.com. Donc pour toutes les informations, pour également télécharger le PDF relatif à cet événement pour ceux que ça intéresse, eh bien, je vous mets le lien sur le chat écrit. Vous le retrouvez dans le menu de gauche, dans la partie événements sur videobourse.fr. Les liens pour ceux que ça intéresse. Alors, donc vraiment, c'est quand même des événements gratuits de qualité pour ceux qui s'intéressent sérieusement à la finance et qui sont là depuis longtemps. Je pense que ça vaut le coup de venir écouter des personnes expérimentées comme cela. Ça, on avait vu. Ok. Gold 2 heures. Suite, je coupe la moitié. Et l'autre moitié, j'abaisse mon stop, disait Phil. Donc bien joué Phil hein, pour ta prise de position. Alors Phil qui laissait un lien. Voilà, c'était son point de vue sur l'or. Alors pour Phil, on pourrait reprendre, et d'après ses figures basées sur les comportements habituels, donc les patterns harmoniques. Donc là, il a pris une position à la vente dans le haut du... comment on appelle ça? Pas dans le haut du... comment on appelle ça? Drapeau, voilà, pardon. Et on pourrait reprendre le chemin de la baisse. Pourquoi pas vers les 1311,80 qui sera quasiment les précédents plus bas, voire poursuivre le mouvement de baisse. On verra ce qu'il en est, donc un point de vue et un objectif et un biais audacieux. Pour le moment qui paye, on verra ce que ça donne. Ça on avait vu. Salut bébé qui nous a rejoint, ça va. Chris qui laissait un lien. Donc Chris lui qui s'intéresse plus au casino qu'au trading a priori. WTI lui chute, disait Genesis. Avec le CAC légèrement. Phil qui disait UT 2 heures, je coupe la moitié, j'abaisse mon stop. Si tout le monde voyait le drapeau, 79% des particuliers seraient pas à l'achat Nico, disait Phil. Effectivement, ça peut être intéressant. Sur l'or, j'ai pas trop de... Sur l'or, j'ai pas trop de SSI. Je vais aller voir chez Oanda si on a un SSI sur l'or, mais je crois pas. Hein. Je crois qu'il se concentre sur le Forex. Si vous avez le SSI, toi tu me parles de 79% d'acheteurs sur l'or, c'est ça, au niveau des particuliers Phil. Alors je pense que l'or de toute façon contient un biais émotionnel, hein, acheteur, par rapport à toute ce qu'on en dit autour de part et d'autre. Voilà. Sans rentrer plus dans les détails, mais on pourrait le faire, ce serait intéressant. Effectivement, un mouvement de baisse du DAX sympa. Moi, je vais pas surjouer et aller dans d'autres choses. Je me contente de vendre l'or, mais ça pourrait tout à fait être intéressant, quoi. De suivre l'impulsion. Après, il va falloir quand même casser encore une zone de support relativement importante. Donc, les 7450 sur lesquels on est actuellement. Et plus bas, les 7415. Ah bah si, j'ai bien l'or chez Oanda. Donc le SSI de Oanda, eh bien on voit qu'on a 66,79% d'acheteurs sur l'or, alors qu'on a 33,21% de vendeurs. Eh bien on a une grande majorité des particuliers qui sont acheteurs chez le plus gros broker à destination des particuliers aux États-Unis. Avec 22 000 et quelques clients, on a vu les derniers chiffres du 3e trimestre. Merci Paris pour le partage. Juste un petit coup d'œil à la communauté MyFixBook. Je ne sais pas s'ils publient les chiffres sur l'or ou si c'est uniquement le Forex. Alors, donc on n'aura pas plus. Ok. Bon, ça fait déjà une bonne idée. Puisqu'on a en tout l'ensemble, enfin les deux plus gros brokers aux États-Unis sur lesquels on a la SSI. Pour savoir que les particuliers sont majoritairement acheteurs. Ok, ça on l'avait vu. Paris for Life qui disait: j'ai regardé ce week-end les vidéos de la conférence FXCM. Voici plus d'informations sur le setup de Stéphane Soluteil.
Donc merci Paris pour le partage. Donc WHF Self Invest, Strategy Trading, Scalping, Stéphane Solutei. Ok, un article intéressant. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez les voir de plus près. Paris for Love, tu joues à quoi Turf Roulette Poker? C'est pour savoir quand jouent les traders le week-end. C'est pas possible qu'un trader ne parie sur rien le week-end. Le week-end pour décompresser, c'est sport au choix, golf, natation, karaté, running, tennis. Excusez pas un petit bête, rien du tout. Le mec qui disait salut Paris, tu joues combien au golf? C'est quoi ton handicap? Je débute au golf, donc handicap max à 54. C'est plus pour accompagner ma commune qui est 25. Il faut bien débuter, je suis 22, mais je joue plus trop en ce moment. C'est très exigeant comme sport, c'est déjà bien. C'est la même série. Ok, ça on a vu. Stat US très mauvaise, disait Paris. Effectivement, on avait des ventes de logements existantes il y a 10 minutes. J'ai pas suivi spécifiquement. C'est vrai que je suis moins dans une optique court terme en ce moment, donc je suis peut-être plus laxiste au niveau des lectures des news. C'est vrai aussi que les news en ces derniers mois, dernières années ont été assez décevantes. Hein. Donc les news qu'on attend ont moins d'importance, c'est plus le contexte macro et des grosses décisions de banque centrale qui influent. À une époque, il y a quelques années, je pense qu'on a des mouvements de marché plus francs quand il y a les news. Maintenant, ils sont quand même assez restreints et assez faibles. Alors quand même pour les commenter, eh bien on a 4,92 au niveau des constructions des ventes de maisons existantes, pardon. Et on avait un chiffre attendu à 5,02. Le chiffre récent a été révisé à la baisse à 4,95 ou le 4,98 annoncé précédemment. On est donc sur des annonces mauvaises et plutôt de la baisse. Enfin de la baisse non, mais sur des mauvais chiffres par rapport à l'économie américaine. Et donc ce qui pourrait plutôt impacter à la baisse les marchés actions. C'est d'ailleurs je pense qui a déclenché peut-être en partie l'élan baissier sur le DAX qui a dû scorer au marché actions américain. Oui, hein, les marchés actions américains tirent à la baisse. Je pense que la baisse des marchés américains est en partie due au mauvais chiffre là, qui a été publié. Pas sûr, mais possible. Sur les ventes de maisons existantes. Alors, ça on avait vu. Ah, ça appuie bien là sur les marchés européens. Sur les marchés quoi? Européens et le DAX et le CAC Morph. Tout à fait, oui. Ça on avait vu. Le mec disait, oui mais si jouais plus souvent, je pourrais tourner autour des 18. Bon alors c'est pas les golf. Plouf, je short le CAC depuis ce matin, je vise 3330. Ok bébé, quels étaient tes arguments ce matin pour continuer à vendre le CAC après la phase de correction qu'on a eue? La phase de correction qu'on a eue sur les marchés européens ces derniers jours, dernières semaines. Pareil, ce qu'il disait depuis ce matin, je n'ai fait que le Bund et toujours en position. Ok Paris, qu'est-ce qui t'a motivé justement à acheter le Bund? PRU 3106, stop à 0, disait bébé. Chris qui disait, plus c'est mauvais, plus c'est bon, les stats bien souvent, je parie un rebond violent. C'était un piège, la cassure de 14 500 points sur le Dow Jones. Salut Doudou qui nous a rejoint. Bébé qui dit, salut Fab, ça va la forme, je suis content pour toi. Ça va continuer à bien se passer cette année, continue à rester rigoureux, cela paye. Je rentre long AUD USD, on est sur support. Le compte de Fabien monte, c'est son année 2013, de toute façon, c'était la dernière pour réussir, disait Chris. De toute façon, pas de suspense, même perdant, Fabien continue en 2014. Moi, c'est perdant poker 2013, j'arrête. Crédit, alors ta journée se passe bien, t'as gagné ton steak. Demandez Chris. Alors, on va aller regarder quelles sont les dernières publications, toujours pour coller à l'actualité et voir les points de vue des uns et des autres. Reclus de mon... L'analyse du titre Sanofi, analyse fondamentale, ça va pas m'intéresser directement. Edenred non plus. Est-ce qu'on avait le match des traders? Oui, on écoute le match des traders. C'est ce matin au micro de BFM avec notamment Jean-Luc Hussac de Perceval Finance qui était face à Julien Lebenzal, président de Day by Day. Tant que ça charge. C'est de la pub ça. On passe la pub, on écoute. BFM Business, jusqu'à 12h30, intégral placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Ah, ils sont là, nos deux traders du jour, pour anticiper la suite de cette séance. Jean-Louis Cussac, bonjour Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Chez Perceval Finance, et avec vous aujourd'hui, Julien Lebenzal, bonjour Julien.
Bonjour. Vous êtes le président de Day by Day. Julien, la semaine sera riche. On aura le PMI manufacturier chinois demain que tout le monde attend. Le PIB américain aussi du premier trimestre. Et en attendant, on sent les marchés assez prudents. CAC 40 en toute petite hausse en ce moment. Oui, on est probablement toujours sous l'influence de la séance de mercredi. Cette séance, elle est, du point de vue de l'analyse technique, elle est très importante. On a fait un peu plus de 100 points de baisse en ligne droite sur le CAC 40. Alors la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'on repasse au-dessus de 3650, donc ça veut dire qu'on arrive à s'extirper un petit peu de cette zone de marasme. Ça nous permet d'envisager une reprise technique. Les seuils sont très simples aussi, c'est peut-être la bonne nouvelle. On a donc 3650 comme support. Si c'était cassé, 3625 et puis 3006, voilà, ça marche par 25. Et puis à la hausse, c'est 3675, c'est vraiment l'objectif minimum pour la séance. Et si on arrivait à passer ce seuil, peut-être que dans la semaine, on irait jusqu'à 3720. En revanche, le dépassement de cette cible de 3720 cette semaine, ça semble difficile. Voilà, ce qu'on est en train de voir, c'est plutôt une reprise technique après un choc baissier qui est assez significatif. Reprise technique également chez Perceval, Jean-Louis Cussac? Oui, tout à fait, Cédric. C'est une reprise technique. Alors, on est peut-être aussi dans une situation où l'achat sur repli peut être un investissement intéressant à long terme. Je ne dis pas que nous sommes dans une situation de grande vulnérabilité. Alors, en intraday, bien évidemment, le timing est plutôt à la vente. On cherche à vendre et à faire des écarts. Comme ce matin, déjà, on a pu le faire sur 3615 futurs mai. Donc, quelques précisions. Futur mai, il y a 65 points d'écart avec le cash. Et aujourd'hui, il y a le dividende de LVMH qui, si vous voulez, qui provoque un petit repli de marché de rien du tout, 2,5 malgré le poids de LVMH, mais le dividende est assez petit. Donc on est dans une situation baissière. On voit quand même de l'intérêt pour pas mal de petites valeurs, les biotech, etc. Ça bouge. Le moral, si vous voulez, n'est pas trop affecté par ce qui s'est passé ces derniers temps, et notamment parce que Julien il a précisé cette fameuse journée de mercredi qui a mis un coup derrière les oreilles au marché, mais en même temps, on voit que ça s'inscrit dans un contexte, si vous voulez, long terme, en gros, identique à ce qu'on a depuis le début de l'année, des grands coups comme ça sur le marché, et puis après on arrive à s'en sortir. Donc là, on privilégie quand même la baisse. Le retournement de situation est un petit peu loin, on va dire au-dessus de 3680 futur mai. Les écarts sont toujours à privilégier. Tant qu'on reste au-dessus de 3555,50 futur mai, on va dire qu'on est toujours dans une situation de rebond possible intraday. Sous 50, par contre, on retourne vers la baisse avec des objectifs potentiels, toujours pareil, vers 3400, 3365 sur du... c'est sur le futur, il faut faire attention. Ces fameux 65 points d'écart, aujourd'hui, perturbent un petit peu les auditeurs, je m'en excuse, mais c'est ce qui s'échange, le futur. Donc il faut vraiment parler de ce qui s'échange, parce que si le marché, si vous voulez, ne bouge pas jusqu'à la fin du mois, le CAC 40 qui est actuellement donc à 3665, à la fin du mois, il sera à 3600. Si le marché ne bouge pas, il va perdre 65 points de dividendes. Il faut bien en prendre conscience. Voilà, conséquence mécanique, et voilà pourquoi cet écart grandit en ce mois de mai entre le futur et le cash du CAC 40. Donc un CAC 40 encore très prudent, on le disait avant les grands rendez-vous de la semaine. Julien zoome également sur le DAX, puisque le DAX a nettement sous-performé la semaine dernière. Il sort de 6 baisses d'affilée, le DAX. Quand même assez rare pour être souligné. Le CAC 40 lui a fait mieux, a mieux résisté ces derniers jours. Et aujourd'hui, le DAX récupère 0,6%. Quel potentiel voyez-vous sur l'indice allemand ? Déjà vous indiquez précisément les choses qui sont difficiles et qui sont problématiques, puisque on a eu deux phénomènes consécutifs la semaine dernière. D'abord la rupture d'un support extrêmement important sur le gold, et ensuite la sous-performance du DAX que vous soulignez. Le DAX aussi, c'est quasiment le seul des grands indices européens à avoir cassé son support. Donc ça, c'est un élément qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est un véritable signal de faiblesse. On pourrait même dire que les indices forts comme l'Angleterre ou la Suisse, eux aussi ont marqué le pas, et beaucoup plus nettement. Et finalement, d'ailleurs cette semaine, aujourd'hui lundi, et probablement ça peut durer encore 2 jours, c'est presque le marché italien qui est un des plus intéressants à court terme dans le cadre du rebond technique. Et on sait aussi que les taux espagnols restent bien orientés, ils ne sont pas sous pression. Il n'y a donc pas de problème du côté de la zone euro. Les choses se situent plutôt au niveau mondial. Et c'est pour ça que le DAX
a marqué le pas en quelque sorte. Alors maintenant, en termes de niveau, maintenant qu'on a cassé 7560, donc c'était le support très important de ce marché, alors on va probablement tenter de le tester aujourd'hui, peut-être le dépasser un petit peu demain, mais on a donné un signal de faiblesse. Ouais. Donc d'ici peut-être un mois, on devrait revenir à proximité des 7200 points sur le DAX, c'est très exactement 7265. Ah oui, donc une consolidation qui devrait se poursuivre, une correction sur le DAX peut-être plus importante que sur les autres indices. Et à l'inverse, vous disiez, Julien, que Milan aujourd'hui signe la plus forte hausse en Europe, et c'est vrai, hein, plus 2% pour la bourse de Milan, parce que Giorgio Napolitano a été maintenu à la tête du pays. Il va peut-être réussir à former enfin une coalition gouvernementale, on verra. Vous voyez un potentiel plus important désormais sur les places d'Europe du Sud ? Alors, on est en fait dans un scénario global de consolidation en Europe qui a été déclenché à peu près fin janvier et dont on n'arrive pas à s'extirper. Et encore une fois, les signaux de la semaine dernière montrent qu'on ne va pas s'en sortir tout de suite. Dans ce contexte, on a de temps en temps des reprises haussières. Et il se trouve que là, la reprise haussière qu'on vit en ce moment, elle est plutôt bonne sur l'Europe du Sud. Voilà. Mais c'est vraiment, c'est comme les rotations sectorielles. Hein. On a eu des baisses très très fortes sur l'automobile et en même temps des hausses assez significatives sur le secteur de la santé. Ces choses sont en train de se corriger en ce moment avec des reprises techniques sur l'automobile et des consolidations sur la santé. Mais tout ça, c'est comme si quand l'un monte, l'autre baisse, puis après c'est l'inverse. Voilà. Donc on est dans ce cas-là où les marchés du Sud en ce moment, enfin pour aujourd'hui, demain, après-demain, on va dire, pour quelques jours, seront probablement un petit peu plus dynamiques. Mais ça ne préjuge rien sur la structure générale du marché qui, encore une fois, reste plutôt à la consolidation et plutôt à faire des écarts. Voilà donc pour les indices. Un petit mot, on est un peu pris par le temps, Jean-Louis, mais quand même les 2-3 seuils que vous nous recommanderiez de garder en tête sur l'eurodoll. 1,2990, 1,2920. Il faut pas casser un 29,20. On avait déclenché un petit signal d'achat au-dessus d'un 31,60. On a du mal à se tenir au-dessus. Donc on est dans une zone neutre. Il faudra au moins franchir un 31,30 pour repasser dans le biais haussier, mais on travaille toujours plutôt un petit peu achat-vente. Et bien voilà ce qu'on pouvait se dire sur les devises. Un euro qui vaut $1,3032 donc en ce moment. Merci Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance, et merci à vous aussi Julien Nebenzal, président de Day by Day. À demain, messieurs. Voilà, donc ça c'était le point réalisé ce matin en micro de BFM. Ça continue à plutôt travailler à la baisse sur l'or. On approche de l'objectif initial qui était les 38,2. Pas de grosse volatilité, mais tout de même une pression qui s'installe au fur et à mesure. 200 € de bénéfices désormais, 4467 € d'équité. Ça se passe bien, on continue à laisser courir et à jouer ce BBC, les 16h21. Il nous reste encore un bon moment à passer ensemble. Alors, on va aller voir un peu ce qui se dit. On va continuer à chercher l'information. Ensuite, on passera dans l'étude et dans la discussion avec les autres membres. On va continuer à chercher les points de vue des experts ce jour. Il y avait notamment le point bourse réalisé par Le Revenu. On écoute ça en ce lundi 22 avril 2013. En ce début de semaine, les marchés actions tentent de se remettre de la forte baisse accusée la semaine dernière en raison des inquiétudes suscitées par l'état de l'économie mondiale. Le CAC 40 rebondit aujourd'hui à 13h de 0,53% à 3670 points. Les investisseurs restent toutefois prudents et attendent avec intérêt la publication demain des indices PMI de la zone euro. Parmi les valeurs bien orientées, Accor s'apprécie de 2,4%, Morgan Stanley ayant relevé sa recommandation sur la valeur. Parmi les plus fortes hausses aujourd'hui, Suez Environnement gagne 1,5%. Au premier trimestre, le numéro 2 mondial du traitement de l'eau et des déchets a publié un chiffre d'affaires en baisse de 2,6% à 3,5 milliards d'euros. Le résultat brut d'exploitation ressort à 570 millions d'euros en hausse de 0,8%, mais surtout la marge brute d'exploitation de 16,3% est en amélioration par rapport au premier trimestre 2012. Le groupe résiste bien malgré une forte exposition en Europe. Le titre est décoté par rapport à ses ratios historiques. Acheter Suez Environnement. Parmi les plus fortes baisses aujourd'hui, L'Oréal subit des prises de bénéfices et perd 1%. Il est vrai que l'action a déjà progressé de 18% depuis le début de l'année. La crise a forcé le leader des cosmétiques à adapter sa stratégie. Un virage négocié avec brio qui confirme les qualités du groupe. Même si la valorisation est exigeante, nous restons à acheter sur l'action. Une belle valeur de croissance à détenir dans un portefeuille boursier.
Demain, Schneider Electric, GDF Suez et SEB publieront leurs chiffres d'affaires du premier trimestre. À demain donc, pour un nouveau point bourse. Alors, bug là, je sais pas pourquoi ça s'est arrêté. On a atteint l'objectif, on est 38,2%, 250 € de profit, continue à laisser courir. L'or à la baisse, et on va écouter un autre point de vue. On va écouter l'analyse fondamentale sur le titre Sanofi, réalisé par Fortuneo. On écoute ça tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans Achat-Vente. Focus aujourd'hui sur Sanofi et avec nous pour en parler Christophe Burtin, directeur général délégué de Bordier et Compagnie France. Christophe, bonjour. Bonjour Isor. Alors Sanofi a un peu souffert d'une image du laboratoire qui n'avait plus beaucoup de molécules dans son portefeuille, donc de potentiel, et dont le chiffre d'affaires existant était pénalisé par les génériques. Alors est-ce toujours le cas ? La recherche de Sanofi est souvent perçue comme ayant un assez faible potentiel. Mais cette perception est en train de changer. Plusieurs molécules en phase 3 nous semblent avoir un potentiel de blockbuster, notamment dans l'hypercholestérolémie. Quant au risque générique, 2013 marque la fin de grandes échéances de brevets, donc de ce point de vue-là, on est plutôt tranquille jusqu'en 2015. Alors quelles sont ces grandes activités phares aujourd'hui ? Il y en a plusieurs. Tout d'abord, Sanofi possède une vraie franchise dans le domaine du diabète par insuline, avec son médicament Lantus, qui représente 16% de ses revenus et où il possède 30% de part de marché. Cette division est en croissance de 17% par an et elle se poursuivra jusqu'en 2015. Et sur les autres secteurs ? Vous avez notamment les vaccins qui représentent 11% des revenus du groupe, qui sont en croissance de 6 à 7%. Vous avez également une division qui est issue de l'acquisition de Genzyme en 2011 et qui regroupe les maladies rares et la sclérose en plaques. Cette division est en croissance de 17% par an et très clairement sous-estimée par le consensus des analystes. Vous avez ensuite une division qu'on va appeler santé grand public qui regroupe les médicaments sans ordonnance et qui est en croissance de 7 à 8% par an jusqu'en 2015. Et enfin la santé animale avec Merial, dont la valeur a été récemment mise en exergue par l'introduction en bourse à New York de son concurrent Zoetis, la filiale de Pfizer. On vient de voir en termes de produits, mais sur le plan géographique, là encore, il y a des relais de croissance ? Oui, Sanofi réalise 32% de son chiffre d'affaires dans les pays émergents. C'est un pourcentage important, la croissance y est de 8% par an. Cela tire évidemment l'activité du groupe et la rend relativement immune face aux politiques d'austérité dans les grands pays matures. Autre point important sur ce plan-là, le groupe est le laboratoire pharmaceutique au monde qui a le plus de sites industriels dans les émergents. Et ça, c'est un point fondamental pour accéder aux marchés locaux et gagner des appels d'offres. Est-ce que le titre offre du rendement aussi ? Le dividende offre un rendement de 3,7%, ce qui est tout à fait convenable dans l'environnement actuel. Par ailleurs, le groupe utilise une partie de son cash flow abondant pour acheter ses propres actions. Donc l'actionnaire minoritaire est bien traité. Alors sur un an, le cours a sensiblement progressé. Vous estimez que l'ascension n'est pas terminée ? C'est vrai, nous pensons que la revalorisation du titre va se poursuivre au fur et à mesure que la croissance des revenus se matérialisera à partir du second semestre 2013, en 2014. Et par ailleurs, le marché devrait donner progressivement plus de crédit au pipeline. Et vous êtes à l'achat en dessous de combien ? Je suis prêt à acheter l'or là. 79 €. Christophe, merci. L'or est pour moi sur un seuil important là. Et donc, tu shortes là ou t'attends un signal plus précis ? 1420, ouais, je te dis. La cassure des 1420. D'accord, mais là, pourtant, on l'a pas encore cassé les 1420 ? Bah non, non, pas encore. J'attends une confirmation si tu veux, une mèche. Je vais voir. D'accord, ok. Ça va bien se passer pour toi là. Ouais, c'est très bien, pourvu que ça dure. Et même que ça s'amplifie, pourquoi pas, hein, qu'on ait carrément une reprise de la dynamique baissière précédente.
Ça c'était ok. Apparemment le son était trop haut, disait Evan, désolé. Ça continue à bien baisser là, sur l'or, pourvu que ça dure. Alors excusez-moi, mais j'ai du mal à me... Je vais encore lancer une vidéo, ensuite on repart. Je participerai plus activement. Là j'ai un truc à régler, alors ce qu'on va regarder et ce qu'on va écouter c'est un truc un peu annexe. C'est en fait les talents du trading qui reviennent, je sais pas si on a qui a entendu parler. Donc c'est un concours organisé en partenariat avec Saxo Bank et BFM Business. Et donc eh bien on a les... Actuellement c'est la période de casting en fait. Donc ils sont en train de sélectionner ceux qui vont être opérés. Donc il y a un pré-concours, je pense, ou quelque chose comme ça, j'ai pas tout compris. Il y avait des présentations par rapport à ça. Donc on a écouté la présentation en fait de ce concours en même temps que l'interview de la part de BFM du président de Saxo Bank Monde. Et là on va écouter Pierre Intégral Bourse, Grégoire Favet, Sébastien Coinon sur BFM Business. Et on va retrouver justement en direct de Copenhague Sébastien Coinon et Grégoire Favet pour le lancement de la saison 2 des talents du trading en direct de Copenhague avec Saxo Bank. C'est à vous messieurs, rebonjour. Et oui, salut Guillaume, effectivement, on lance la saison 2 avec Pierre-Antoine Dussoulier, le patron France de Saxo Bank. Pierre-Antoine, bonjour. Bonjour. Bon, on est à Copenhague, effectivement, ici au Danemark, on l'a rappelé tout à l'heure à 15h. Pas mal de boîtes qu'on connaît, mais on ne sait pas forcément qu'elles sont danoises. Hein. Il y a les bonbons Stimorol, c'est ça? Ouais. Les Lego, Novo Nordisk dans la pharmacie, hein, qui traite le diabète, la bière Carlsberg, enfin il y en a beaucoup d'autres. Plein de boîtes exposées. Merckx. Il y en a beaucoup, et évidemment Saxo, qui a commencé là il y a quoi, il y a 10 ans maintenant? Il y a 20 ans. Saxo Bank, ça a 20 ans. Voilà. Ils étaient quelques centaines au départ, aujourd'hui rien qu'ici au siège il y a 600 salariés, on racontera évidemment la story Saxo dans un instant. D'abord les talents, la saison 2, qu'est-ce qu'on peut dire là à nos auditeurs, téléspectateurs, à vos clients évidemment, Saxo Bank, s'ils veulent s'inscrire, c'est parti, talentdutrading.com. Voilà, ouais, ça vient de commencer. On était très contents la première saison, donc on a décidé de prendre de continuer ce qui s'était bien passé pendant la première saison, de reprendre les mêmes choses et aussi de penser à petits détails qui n'avaient pas bien fonctionné pour faire une meilleure saison et avec toujours une compétition qui devrait être aussi intéressante, je pense, pour ceux qui vont la faire. Alors, ce qu'on va regarder, c'est les performances, mais aussi de quelle manière les gens font des performances. Oui, les basiques sont là, hein. La performance, la stratégie, le jury, les coachs, et puis évidemment la dotation, 20 000 € sur un compte Saxo. Il y a aussi pas mal de cadeaux pour le podium numéro 2, numéro 3, on l'a vu tout à l'heure avec Philippe et Benjamin, et puis toutes les semaines, pas mal de cadeaux, enfin bon, on aura le temps d'en parler, puisque le jeu commencera en septembre, Grégoire. Ouais, juste, il y a plusieurs phases de jeu, hein. La sélection sur Internet, on le rappelle, commence à partir d'aujourd'hui. Pendant 10 semaines, on a 20 candidats qui sont sélectionnés à partir de ces 10 semaines de compétition sur Internet, lestalentsdutrading.com. Ensuite, il y a une phase de casting devant le jury. Là, on retient 10 candidats sur leur motivation, sur les explications qu'ils peuvent fournir sur la stratégie. Et ensuite, la phase de jeu à l'antenne, sur l'antenne de BFM Business qui va commencer en septembre. On regarde ce qui s'est passé pendant la saison 1, des talents qui ont pu émerger à travers cette compétition. Pierre-Antoine, quels sont les quelques conseils qu'on peut donner là pour des gens qui sont peut-être des traders amateurs, mais qui n'ont pas forcément l'habitude de participer à une compétition, hein. On l'a vu, on s'en souvient, on en discutait encore avec les finalistes. C'est éprouvant quand même, c'est plusieurs semaines de trading d'affilée, il faut